Bonjour à tous. On va regarder qui est avec nous ce soir. Donc j'attends Thierry. Bonjour Marie. Bonjour Thierry. Normalement, ça va fonctionner. Tu vas apparaître Titi dans quelques instants. En attente de Thierry 75012, on t'attend. Ce soir, le thème c'est la télévision et la médiatisation de l'escrime. Peut-être à la télévision, peut-être sur d'autres canaux. En attendant que tu apparaisses, pour l'instant, je te vois toujours pas. Et personne ne te voit d'ailleurs. Il y a François qui nous retrouve, il y a Cyril fidèle au rendez-vous. Alors, Thierry, un des membres donc éminents du BLR 92, un des plus bruyants, nous allons dire. D'ailleurs. Alors, pourquoi tu ne viens pas? Non, Titi, ça marche pas. Tu m'as pas retrouvé. Peut-être t'as refusé. Alors, je vois ce qui se passe. Hop. Alors, je t'invite une deuxième fois. Il faut accepter. Je pense que tu as peut-être touché ailleurs. Voilà. Que ça marche. Là, ça marche. Là, on est bien. Cool. Voilà. Comment ça va? Écoute, fort bien, c'est un plaisir. J'attendais les heures toute la journée. Ok. T'es en France, t'es à Los Angeles, t'es où là? Je suis à Paris, chez moi, figure-toi, où j'ai pu profiter du confinement au soleil. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est juste après toi, c'est de partir aller prendre des coups dans un bar ouvert. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait d'un gars comme toi, un peu, comment dire, toujours en activité permanente pendant le confinement? Ça va Bah, être insupportable pour la famille. je pense que je suis insupportable pour la famille. Je pense que la famille ne m'est pas devenue insupportable, mais bon, même s'il y a eu ces moments. Non, après, on avait du boulot, on avait des trucs à faire, un programme qui était à l'antenne, faire du remontage, reparler à d'autres choses. Mais c'est clair que les potes te manquent, l'escrime te manque, le sport te manque, le boulot te manque. Donc, ça fait du bien de déconfiner un petit peu. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait d'escrime? T'aurais fait quoi comme autre, t'aurais pu faire quoi comme autre discipline? C'est une bonne question, ça. Je n'étais pas doué en grand-chose, mais vraiment pas doué en grand-chose. J'aimais bien le ping-pong, tu vois, les sports vraiment fashion, tu vois. Donc, Ouais. le ping-pong peut-être, mais c'est tout. D'accord. Alors, il y a pas tout qui te félicite pour ta nouvelle coupe de cheveux. Je voulais pas être le sixième Jackson 5, le premier Jackson 5 blanc, donc Ouais. passer chez le coiffeur. J'étais le premier. Et il y a Cyril Lacroix qui nous met des obligations et qui nous met une pression énorme. Il faut qu'on fasse de l'audimat ce soir. Ouais, ça marche. Ouais. Donc, Faut qu'on soit très fort. j'espère que tu finiras nu à la fin de l'interview. Ouais, ma femme m'a dit de mettre un polo avant de démarrer quand même. Sortez de la douche. Bon, ça fait combien de temps alors que tu fais de l'escrime et ça fait combien de temps que tu es à Bourg-la-Reine? Mon Dieu, je fais de l'escrime depuis 1982. Donc, il y a bien des escrimeurs aujourd'hui à Bourg-la-Reine qui sont nés après cette date. Euh, et Ouais, ouais. et j'ai rejoint Bourg-la-Reine quand j'avais 16 ans, je pense, à peu près, donc autour début des années 90, 1990. Mon maître d'armes est parti et l'idée, c'est de rejoindre Bourg-la-Reine. D'accord. Parce que de toute façon, géographiquement, tu n'étais pas très loin de Bourg-la-Reine. Non, moi, j'ai grandi à Sceaux, j'ai fait de l'escrime à Sceaux. On était dans un tout petit club, on était à peine 100 licenciés, géré par un maître d'armes super, Pascal Lepluard. Et donc, moi, je me retrouvais dans toutes les compétitions de ligue, les championnats départementaux, à me retrouver face à 25 tireurs de Bourg-la-Reine. Nous, on était trois pauvres tireurs de Sceaux. Et donc, le grand jeu, c'était d'essayer de taper les mecs de Bourg-la-Reine, dont Julien Blanchet, figure-toi. Ok. Et je ne pouvais pas voir le maître Blanchet en partie parce qu'il était d'une mauvaise foi terrible à l'époque. Et donc, on Non. grandissait comme ça en se disant putain, on va faire le mec de Bourg-la-Reine. Voilà. D'accord. Et toi, tu as eu des résultats, mais tardivement, si je peux me permettre, dans ta carrière. Et Tu peux. au-delà de ça, ouais, c'est donc l'influence du maître Blanchet quelque part. C'est grâce au maître Blanchet. Je dois beaucoup au maître Blanchet, je dois aussi beaucoup au plateau de Bourg-la-Reine. Donc moi, je rejoins Bourg-la-Reine, je suis en junior 2. Il y a déjà une équipe 1 qui est hyper forte avec les Yann Etienne, Pierre Anus,
Et il y avait Patrice qui était en équipe 1, Patrice Becker, et oui, et Régis Bob. Euh, et, euh, et en fait, tu te retrouves avec des gens qui sont plus forts que toi d'un coup, et donc bah, tu progresses hyper vite. Le maître te prend la leçon, et puis t'accroches, et puis tu trouves ça super. Et puis très vite, tu as des premiers résultats. Je me souviens avoir fait un tableau de 64 en Coupe du Monde PIP, alors que j'étais junior 2, que je faisais 120 kilos, si tu veux, le truc totalement improbable. Et ça a commencé comme ça. Et mais la grande époque de l'HCAR, Melun, quand tu as gagné Melun, c'était quand ça? C'était en Tu- 2004. J'ai eu la chance de gagner Melun, de gagner Limoges 2 fois, de faire tableau de 8 au France D1, champion de France universitaire, champion de France entreprise, champion de France D2, plus le circuit de Coupe du Monde avec les mecs de l'INSEP. C'est parti des petits, des clandestins. D'accord. Donc toi, t'étais pas à l'INSEP. Par contre, t'étais déjà dans ta carrière professionnelle, qui était déjà bien avancée. Comment on fait pour mener les deux? Tu faisais quoi toi à l'époque? À l'époque, quand je fais le circuit de Coupe du Monde, donc en 2004-2005, je suis directeur du développement et de l'international déjà à faire des émissions Chez de Endemol. télé, ouais, faire des émissions de télé, à faire des programmes, vendre des programmes aux chaînes. Écoute, l'avantage, c'est que l'escrime a toujours été un plaisir, donc c'était toujours un bonus et un plus. Il n'a jamais été question de faire carrière dans l'escrime, heureusement pour moi d'ailleurs, que j'aurais pas été capable. Donc c'était un surplus de bonheur de pouvoir évacuer le stress de ta journée à la club et puis après en compète. Et puis donc, tu peux regarder d'un peu plus près le haut niveau. Et donc, c'est ce qui était super à l'époque à l'escrime. Moi, j'ai eu la chance de tirer avec tous les meilleurs mondiaux, les Sanzo, enfin, tous ces mecs-là, Brice, plusieurs fois, Omnes. Moi, les deux mecs qui m'ont cassé le nez, c'est Omnes, champion olympique, et Brice Guyard, champion olympique. Ouais, c'est la classe. Ouais, ça va, ça va. Ok. Et alors, bon, voilà, ce soir, le thème de l'interview, c'est l'escrime, sa médiatisation et voilà, potentiellement sa diffusion à la télé. Toi, tu produis quel type de programme pour que les gens sachent un petit peu ce que tu as fait déjà et ce que tu es en train de faire, qu'on comprenne un peu le personnage? Donc moi, j'ai fait à travers plusieurs boîtes, que ce soit Endemol, puis après Shine, puis là maintenant avec DS. J'ai participé à des programmes comme Love Story, Star Academy, Apprendre ou à laisser, puis après The Voice, MasterChef, de la fiction Des avec petits trucs, des petits programmes, c'est ça, voilà. Tunnel. des petits programmes. Là Ouais. maintenant, on fait surprise surprise, on fait d'autres programmes sur notre chaîne, donc plein de programmes qui sont là pour essayer de toucher le plus grand nombre, quoi. Programme positif, tu vois. Ok. D'accord. Pour essayer de comprendre un petit peu les enjeux de tout ça, qu'est-ce que toi, producteur, t'appelles un bon programme? C'est quoi un bon programme? Alors ça tout dépend en tant que producteur ou en tant que téléspectateur. En tant que producteur, On va commencer par producteur. en tant que producteur, Producteur. c'est un programme dans lequel tu crois déjà, dans lequel tu te reconnais, et après c'est le programme qui va correspondre à la chaîne, à son public, que tu pourras financer, que la chaîne tu souhaites travailler aura l'argent pour t'offrir le programme, et que ce programme-là, il arrivera à durer le plus longtemps possible. Ok. La réalité d'un programme aussi, ça va être l'audimat. Ça compte, j'imagine. On ne fait pas que des programmes pour se faire plaisir. C'est pour ça que la chaîne, le plus souvent, c'est pour ça que les chaînes linéaires classiques lancent des programmes. C'est pour faire de l'audience et pour qu'ils soient regardés, pour que, in fine, quand tu as des coupures pub et quand tu as des annonceurs, c'est que ces espaces publicitaires ils soient vus par le plus grand nombre. Après, tu as d'autres raisons pour lesquelles d'autres chaînes veulent faire des programmes. Quand tu fais des programmes pour Canal+, il faut que les abonnés soient fiers de savoir qu'il y a ce programme-là sur Canal+. S'ils le regardent ou qu'ils ne le D'accord. regardent pas, en soi, c'est pas aussi important que sur TF1, France Télé ou après, tu as le dernier Ok. cas, c'est France Télé. Ou France Télé, il faut que tu mettes en place des valeurs qui sont des valeurs positives. Et on peut ne pas faire beaucoup d'audience. À partir du moment où tu mets en place des valeurs positives de respect de l'autre, de multiculturalisme, d'ouverture aux autres, tu réponds à une mission de service public. C'est très variable. Tu nous parles de télé linéaire. Est-ce qu'il y a des nouvelles habitudes? Voilà, ça peut peut-être un peu perdre les gens, la télé linéaire. On ne sait pas tout ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Donc, en fait, la télévision linéaire, c'est celle qu'on regarde tous au quotidien. C'est TF1, France 2, 3, Canal+, M6. Je sais qu'à 20h, j'ai le journal de 20h. Pour le regarder sur TF1, il faut que je sois 20h devant ma télévision. Je sais que si je veux regarder koh je sais que c'est le vendredi à 20h30.
Ça, c'est la télévision où Monsieur TF1 décide de me proposer un programme à une heure donnée. Et il faut que je sois devant ma télé à cette heure donnée. Cas pour un journal télé, une émission de divertissement ou un match de foot ou un match de sport. Ça, c'est la télévision qu'on connaît tous depuis soit. Il y a eu après ça la télévision délinéarisée. Je te coupe un instant parce que des fois ça coupe un peu le son. Je sais pas si tu es trop près de ton téléphone ou si tu as trop de débit. Je sais pas si moi tu m'entends bien ou je coupe un peu je aussi. très bien, moi. Ok, c'est pour que les gens qui nous regardent. Alors, bon, alors, question pour tout à l'heure, on se la met de côté, hein, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on dit pour l'instant. J'ai une question d'un dénommé Patrice Becker 83, je ne sais pas. Joss demande à Thierry s'il se souvient de Moulin. Aucun souvenir. Voilà. Aucun souvenir. Il y a un souvenir, il y a un truc. Aucun souvenir. Aucun. Bon. Ok. Revenons sur ce qu'était la télé linéaire. Donc après, il est arrivé d'autres façons de consommer la télévision, comme Canal+. Au Canal+, on te propose toujours de regarder ton film ou ton match de foot à une heure donnée, mais avec un système de multidiffusion. Donc tu vas pouvoir regarder ton film non pas une fois comme sur TF1, mais 6 fois à des heures différentes de la journée. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle la télévision délinéarisée, qui est en fait toutes les plateformes que tu as aujourd'hui, Netflix, Amazon, où là, on te met à disposition des programmes 24 heures sur 24, 7 sur 7. C'est à toi de les regarder quand tu veux. Tu peux en regarder un tous les jours, 25 tous les jours. C'est toi qui décides de ta consommation. Ok. Le sport a un petit peu évolué à la télévision. Si je prends l'exemple tout bête, un truc qu'on connaît tous, Stade 2. Maintenant, il y a une partie actu, news pure et dure, ce qui s'est passé dans la semaine, on va dire, et une partie magazine. Est-ce que toi, tu es au courant ou il y a une nouvelle tendance du programme sportif à la télévision ou justement sur les nouveaux canaux comme Netflix dont tu nous parlais? Alors, ce qui est important, c'est quand tu es dans de la télévision classique, France Télévisions avec Stade 2 par exemple, ou TF1 avec Téléfoot. Là, on a une logique très souvent qui est, comme on sait qu'on va être diffusé à un instant donné, le dimanche soir à 18 h, le dimanche 25 mars. Donc, on va être là, être beaucoup à rester sur l'activité et à connaître ce qui s'est passé le dimanche, le samedi ou le vendredi, parce que ce programme-là, il a un intérêt à un moment. À l'inverse, quand tu vas sur des plateformes type Netflix ou Amazon, là, le sport, ça se consomme de façon très différente. Tu es avant tout là pour raconter une histoire que tu vas pouvoir regarder à différents moments de la journée, de ta semaine, du mois ou même de l'année. C'est pour ça que, par exemple, un Netflix fait beaucoup de documentaires autour de portraits de joueurs de foot, de portraits de joueurs de basket. Michael Jordan, là, qui est un énorme succès. D'accord, ouais. En ce moment, ou te raconter une histoire de la Formule 1, par exemple, qui est là récemment, un énorme succès sur les plateformes. Je prends maintenant, voilà, j'arrive vers l'escrime. On voit pas beaucoup d'escrime à la télévision. Pourquoi l'escrime est si peu représenté à la télévision alors que c'est un des meilleurs sports au niveau des résultats en France? C'est incroyable, que ce soit au sabre, au fleuret ou à l'épée. Ils sont terribles les gars, les filles aussi bien sûr. Pourquoi on voit pas l'escrime? Ton diagnostic à toi? Alors en tant qu'escrimeur, sache que ça me fait le plus grand mal, mais malheureusement c'est extrêmement logique. C'est-à-dire que l'escrime, qui est un sport, faire mal à tous. L'escrime, qui est un sport super, un sport formidable, malheureusement, il n'offre pas les ingrédients que aujourd'hui, en tout cas, il puisse séduire le plus grand. L'escrime, c'est un sport qui est. D'abord, il n'existe pas une escrime, mais il existe 3 escrimes. Il y a 3 armes avec des règles différentes. Et déjà, entre nous, on a du mal à trouver, nous, fleurettistes, l'épée et le sabre aussi intéressants que le fleuret. Donc déjà, toutes ces spécificités ne sont absolument pas comprises par le grand public. Puis après, on est dans quelque chose qui est soit très compliqué à suivre. Déjà, entre nous, on n'est pas d'accord sur qui a raison, qui met la touche. Donc, il y a quelque chose qui n'est absolument pas compréhensible par le grand public. Si, en général, entre nous, on est d'accord, Titi. Avec toi qui n'es pas d'accord avec nous. Non, c'est autre chose, ça. On est absolument pas d'accord. Donc, c'est difficile à suivre pour le grand public. C'est quelque chose qui va très vite, extrêmement vite. Sinon, on est dans un sport comme l'épée. C'est un sport qui est très lent, qui est par contre très facile à comprendre, mais parce que la lampe qui s'allume, un point, mais on est dans un tempo qui est très très lent et qui est beaucoup trop lent pour le téléspectateur, premièrement. Autre problème qu'on a, c'est qu'on est face à des héros qu'on ne voit pas.
C'est-à-dire que les masques qui Ah, sont très bien faits, et ces masques-là ne laissent pas transparaître les visages des champions, les visages des tireurs. Il n'y a pas d'émotion. Si ce n'est qu'au moment où on marque la touche, on enlève le masque. Mais tout ce qu'on aime voir en communion de souffrance ou de joie, c'est quelque chose qui est absolument pas partagé par pas par les téléspectateurs. Et en plus, je pense qu'on n'a pas su vraiment aujourd'hui réinventer la mise en image de l'escrime, où en effet, on voit deux tireurs en blanc. Là, on a un peu travaillé sur les masques et on a du mal on n'a pas su apporter la plus-value qu'un sport comme le football, par exemple, a su apporter dans le cadre sportif, en tout cas aujourd'hui. c'est beaucoup, beaucoup pour une réponse. Pourtant, c'est vrai qu'on voit pas les visages, mais on commence à avoir des gens un petit peu médiatiques en escrime. Je pense à des Miles Chamley-Watson, à Isaura Tibus. On commence à connaître ces visages-là. Est-ce qu'on a besoin de ces gens-là pour promouvoir notre discipline? Alors, je pense on a de toute façon besoin de héros et on a besoin d'arènes. Euh, Quelqu'un comme Miles, super héros, Isaura, pareil, elle est formidable. On pourrait aussi parler qu'on a au club qui a un parcours magique. Simplement, le problème qu'on a l'arène, elle arrive tous les 4 ans. Et cette arène-là, c'est les Jeux Olympiques. Il ne faut pas se louper quand cette manifestation se met en place. Il faut aller malheureusement vers l'or et rien que l'or. Donc là, le décalage d'un an ne va pas forcément nous aider à faire émerger de nouveaux héros, mais il faut espérer justement que les Jeux Olympiques offrent cette tribune d'exception pour que eh ben, nos champions et nos athlètes arrivent à se faire connaître du grand public. Et après, c'est une histoire à raconter. Laura Flessel est l'une des dernières à avoir vraiment su exploser au-delà du cercle restreint, a réussi à raconter son histoire avec un nom, la guêpe, le fait d'être très dur au mal, très volontaire. Elle a réussi à construire une image d'une sportive, devenir icône du sport. Donc, c'est pas impossible, mais c'est difficile parce que. C'était pour le coup, Laura Flessel, c'est il y a plus de 20 ans quand même. Ça veut dire que depuis de 20 ans, c'est le désert, quoi. Non, c'est pas le désert. Ce serait pas juste de dire ça pour un fils Guyard qui a été double champion olympique ou pour les autres champions olympiques qu'on a eu. Mais il n'y a pas de. Enfin, malheureusement, en tout cas, je ne vois pas un athlète qui a autant porté la, la discipline que Laura Marcel à l'époque. Et est-ce qu'on pourrait aussi se permettre d'avoir des anti-héros, comme on dit, genre, tu vois, des Benoît Paire? Alors moi, à mon avis, je pense qu'à partir du moment où on est un sport qui est mal à percer, je pense qu'on a intérêt à percer avec des valeurs positives et des valeurs sympathiques, d'autant plus qu'il y a quand même le côté un peu chevaleresque de l'escrime. On est attaché à des héros type D'Artagnan, Zorro. Donc on aurait du mal à mon avis, à avoir beaucoup d'empathie pour un anti-héros qui pourrait. Je pense que le côté bad boy D'accord. ne se prête pas forcément à l'escrime. Tu disais aussi que l'escrime s'était pas renouvelé en termes d'image. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je dis, c'est que il y a eu un effort qui a été fait sur la mise en scène globale. Dire. Et, et le challenge de Pour la Reine est un vrai exemple d'évolution qu'on a réussi à créer avec vraiment une ambiance plus feutrée, avec des salles qui sont donc, teintes avec des jeux de lumière. Donc ça, c'est un vrai travail fait. Mais sur le jeu. Si je te coupe encore un instant, je lis, le son est très haché, a priori, dans le 7e arrondissement, là où tu te trouves. Est-ce que tu as moyen peut-être de bouger dans la maison, d'être plus près de la box, je ne sais quoi? Et ça nous parasite un peu. Je suis techniquement tout près de la boxe. Mais je peux bien bouger, attends. C'est une demande très insistante de Françoise Zubat, hein, qui rigole pas. Est-ce que là, ça vous va mieux? Mais écoute, ça c'est pas mal, je crois. Bon, bah écoute, génial. Donc, je te disais que ce qui serait formidable, c'est qu'on arrive enfin à peut-être apporter une plus-value sur le combat lui-même, sur justement sur peut-être les trajectoires des fleurets ou des épées ou des sabres. Il y a eu 2-3 essais qui ont été faits qui sont visuellement très, très impactants.
Tout comme on a la caméra embarquée, tout comme on a le super ralenti comme Canal+ a pu le faire. C'est vrai que peut-être des pistes qu'on aura, à mon avis, à un jour travailler pour qu'on puisse Oui. donner aujourd'hui une dynamique pour les gens qui nous regardent au quotidien, quoi. Tu fais référence à Canal+, quand ils ont mis la loupe, par exemple, ils ont révolutionné la manière de voir le football. Nous, on pourrait Exactement. faire un peu. Il y a Yuki Ota qui propose ça avec les lames qui sont traquées pour rendre le visuel plus fort. Et j'imagine il y a aussi plein d'autres technologies. Peut-être qu'en télévision, vous avez des techniques, des trucs qui peuvent pas des trucs cosmétiques, mais pour mieux comprendre, pour donner de l'information, des données de vitesse. Peut-être on peut mettre ça en place. On pourrait tout à fait réfléchir, mais après, je pense que ça doit venir pour moi d'un partenariat entre un diffuseur, une chaîne de télévision et après des athlètes qui pourraient, et la fédération, pourquoi pas, qui pourraient, ou des organisateurs d'un tournoi type le CIP, qui pourraient donc peut-être essayer de développer ensemble et réfléchir ensemble à comment apporter justement cette plus-value dans l'histoire. Il y a sûrement plein de choses à réfléchir. Après, on n'est pas là pour donner des leçons, mais la vitesse d'une fente, moi, je suis incapable de dire à quelle vitesse on fait une fente. Est-ce qu'on peut peut-être comparer ça tout comme on compare la vitesse des premiers services au tennis, tu vois? On dit il a fait un premier service à 220 km/h. Bien sûr, Est-ce ouais. qu'on pourrait faire ça avec la vitesse de la fente? Est-ce qu'on pourrait donner le nombre de mètres parcourus entre une touche et une autre touche, tout comme tu peux dire que tu as eu une balle à 47 échanges histoire Des statistiques plus, ouais. d'apporter une plus-value, c'est peut-être quelque chose qui peut peut-être se réfléchir, c'est peut-être une piste. Ok. Et une question qui fait débat en ce moment dans le monde de l'escrime, enfin, du moins dans celui du fleuret, au sujet de la convention. La convention a évolué, comme tu le sais. La priorité dans l'attaque, le temps d'attaque, la priorité, voilà, maintenant on dit plutôt que c'est l'attaque qui progresse. Est-ce que justement, ça peut pas être bénéfique pour ce dont on est en train de parler, pour que ce soit meilleur pour la diffusion, pour que les gens comprennent mieux? Je trouve que c'est un peu plus compréhensible pour le coup. Alors, Je sais pas si tu m'as bien suivi, ma en question tant elle est un peu que, tarabiscotée. en tant que téléspectateur, je pense que c'est une Ouais. super évolution de l'escrime. Par contre, en tant que tireur et en tant que vieux tireur, moi j'ai tendance à penser on a un peu perverti on a un peu perverti l'escrime par rapport à ce qui était la philosophie originale de l'escrime, qui était de dire que c'est la main avant c'est la main avant les jambes. Ok. Et le producteur escrimeur, il dit quoi? Pareil, dilemme. Ah bah le producteur et streamer, il est avant tout là pour penser aux téléspectateurs. Et donc, il te dira que à partir du moment où tu offres un spectacle qui est toujours aussi intense, toujours aussi fort, mais qui est un peu plus compréhensible pour le grand public, c'est la bonne direction. Alors ouais. Et est-ce que d'après toi aussi, l'escrime est adapté au live? Alors, je pense que à mon avis, pour moi, tous les sports, avec une promesse forte d'enjeu, de qui va gagner, qui va perdre, le live est sûrement la meilleure des expressions, en particulier quand cet enjeu-là, il est partagé par tout le monde. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, tu vois, enjeu compris par tout le monde, des champions, le principe de la touche, le stress, qui va mettre la 15e touche, c'est très bien compris et donc c'est ce qui fonctionne très bien. Maintenant, peut-être que pour nous, dans le cadre de d'autres manifestations que les Jeux Olympiques, il y a peut-être d'autres façons d'agréger un public, mais qui sera peut-être un public plus de licenciés ou de pratiquants, Unique. voilà, qui seraient ravis d'avoir accès au type de retransmission qu'on peut faire du challenge de Bourg-la-Reine 92. D'avoir cet accès à ça, même au-delà du jour J, c'est quelque chose que les gens aiment à voir ou à revoir. Donc là, on parle bien de télévision non linéaire. C'était ça. Exactement, cher ami. De la Si on a télévision compris la non leçon du linéaire. début. D'accord, en non linéaire. Donc typiquement, le format qui s'adapte le plus, je parle en termes de canaux de diffusion et de format, comme on appelle un format télé. Comment tu verrais, toi, l'escrime, justement, dans les médias? Ah, c'est un vrai chantier et c'est une question qui est difficile à répondre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de façons de consommer la télévision et de consommer le sport à la télé.
Tu vois, on a eu pendant longtemps juste les grandes chaînes type TF1, France Télé, M6. Puis après, on a eu Canal. Maintenant, en plus, on a l'équipe 21. L'équipe 21 fait aussi des retransmissions sportives. Il y a eu des compétitions sportives comme le CIP ou les Coupes du Monde qui peuvent être retransmises sur l'équipe 21. Donc, ça, c'est un canal qui est intéressant. On se rend compte que même à l'échelle de l'équipe 21, c'est difficile de rassembler un public aussi large que sur d'autres sports qui sont des sports qui sont plus simples à comprendre et qui sont donc plus télégéniques par nature. D'accord. Comme les fléchettes. On avait l'exemple des fléchettes tout à l'heure. Je sais pas qui nous parlait. Je crois que c'est Patrice. Tu as les fléchettes, mais tu as aussi la pétanque, hein. La Euh, pétanque. la pétanque, l'avantage de la pétanque, c'est après tu as un débat sur est-ce que la pétanque est un sport, hein, mais la pétanque, de par sa nature, est tellement plus facilement compréhensible par le grand public que bah, tu as plus de téléspectateurs pour un concours de pétanque que pour une compétition d'escrime. Maintenant, on a aussi, à mon avis, d'autres façons d'agréger de l'audience. Je pense que nos héros, nos champions, via leur compte Instagram, si tu veux, à une autre échelle, c'est quand même une façon de pouvoir faire venir des gens à l'escrime à travers d'autres messages. Isaora, elle a plein de messages à faire passer. Ouais. Shamley Watson, il en passe d'autres autour de la mode, autour de son partenariat avec Red Bull. Et donc, c'est aussi des gens qui peuvent te faire venir un autre public via leurs propres médias. Parce que aujourd'hui, tes champions, ce sont des médias. D'accord. Et dans un autre registre, est-ce que la fermeture du VIP t'a-t-elle affecté pendant le Covid? Alors, tu sauras C'est que une question qu'on se pose tous, quand même. la dernière fois que j'étais au VIP, c'était avec des anciens amis de l'escrime ou des ex-amis de l'escrime D'accord. avec qui on a terminé la soirée de façon très, très, très tard avec plein de rebondissements. Et depuis cette soirée-là, je ne suis jamais retourné dans cet endroit parce que je ne pourrais jamais faire mieux. Donc, après ça, il y a d'autres endroits et je pense à mes amis escrimeurs. Je pense à Ibiza, on a pu faire des choses formidables, ou même Limoges, on a fait des choses aussi géniales. Donc, Même Limoges. on racontera d'autres histoires ailleurs qu'au VIP. Voilà. Ouais. Et donc, toi, dans ta profession, tu pourrais être amené à aller habiter à Los Angeles ou à l'autre bout du monde. Tu changerais de club si tu étais là-bas? Ah, c'est impossible. Ah, moi, j'ai fait 2 clubs dans ma vie, je resterai au deuxième. En tant qu'on voudra de moi, hors de question de changer, tu rigoles. C'est quoi le truc de Bourg-la-Reine alors? On a un mélange de performance en même temps de loisirs. On avait pendant très longtemps, là je te parle des années 2000, mais ça continue aujourd'hui, c'est que on avait des gens qui étaient passionnés d'escrime, qui étaient pour certains en pôle ou à l'INSEP, ou d'autres non, mais on a partagé ce mélange un peu work hard, play hard, quoi. Tu vois, on aime faire la fête ensemble et on aime aussi après tout donner sur la piste et après on a partagé ça et c'est ce qui fait que tu vois Julien Blanchet, j'ai commencé à tirer avec Julien Blanchet dans les années 80, quoi. C'est un truc de fou. J'ai Ouais. gagné contre Julien Blanchet, j'ai perdu contre Julien Blanchet et j'espère qu'à la prochaine Legend Cup je continuerai à battre Julien Blanchet, tu vois. Même chose pour Jocelyn Villot. D'accord. Ouais. Moi aussi, je me suis mis un objectif pour la saison prochaine. Moi, c'est Cyril, il s'appelle Cyril Lacroix, le mien. Ah ouais. Bon, ouais, voilà, c'était une petite parenthèse. Et si je me souviens bien, tu avais aussi une expérience de télévision avec Jérôme Webel Ouais. sur l'escrime, non? On a fait, Comment c'était passé alors? on a travaillé avec donc Jérôme. Jérôme, c'est un champion, c'est un vrai champion d'escrime, lui, hein, parce que champion de France individuel, champion d'Europe par équipe. Et on a travaillé avec le CNO pour reprendre un programme qui s'appelait Esprit Bleu, où donc on faisait un magazine autour un vrai magazine qui était diffusé notamment sur l'équipe 21 et sur le digital, où on faisait des portraits de sportifs olympiques dans tout type de discipline. Et ce qui était hyper intéressant avec un programme comme celui-là, c'est que tu te rends compte quand même que les champions, les vrais champions, ils sont pas là par hasard. Ils ont tous Ouais. un supplément d'âme, de travail, d'envie, de revanche, et qu'ils en ont bavé pour être là. Il n'y en a pas un qui est arrivé juste parce qu'il a vu de la lumière. Ils ont tous donné énormément pour être là où ils sont. Et que ça, c'est pour le coup quelque chose que tu retrouves quel que soit le sport. Alors, j'ai une question qui ressemble peut-être à une question piège, mais tu peux utiliser ton joker quand tu veux. Question, voilà, je laisse anonyme. Tu peux revenir sur ta dernière touche face à Gomez et l'émotion que ça a déclenché derrière. Alors ça, je suis sûr que ça vient de Julien Baudouin.
à mon avis. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est lui. Euh, Ah, t'es fort. et ben, je ferai un gros bisou à Julien Baudouin. Cette touche-là, c'est le meilleur la meilleure des choses qui puissent arriver à l'escrime. Tu sais quoi? Compétition par équipe avec des copains. On est au championnat de France. Tu te retrouves à tirer à Aix face au club d'Aix, donc avec tout le public. Tu es là avec tes copains, les copains de ton club. Il y a 44 partout. Tu es face au 6e mondial. Le mec, a priori, il est juste plus fort que toi. Tu mets la dernière. Et là, voilà, il n'y a plus rien à côté. Tu fais des Il n'y a plus rien. câlins, des Ouais. caresses, tu pleures. Tu as l'impression que tout s'est arrêté. C'est qu'une demi-finale de deuxième division par équipe, mais tu as l'impression d'être champion du monde pendant 20 secondes, quoi. Donc c'est un moment canon. Ok. D'accord. Et pour terminer, à part ton match contre FX Leclerc à Clermont-Ferrand, est-ce que tu as un très très bon souvenir de club? Un très bon souvenir de club. Bah, Ouais. en très bon souvenir de club, Sur la piste ou ailleurs. Le Bourg-la-Reine, c'est voilà, c'est à la fois la piste et beaucoup beaucoup plus loin. bah, sur l'extra sportif, Limoges 2006, je crois, où on arrive à faire, on fête à la fois un anniversaire, une naissance, la naissance de la fille de Thierry Patard que tu vas avoir prochainement, je crois. C'était l'annonce. Je crois que c'était l'annonce. C'est l'annonce, ouais, voilà, l'annonce, Ouais. et en même temps, on fête mon anniversaire, où on a un film qui est fait par un grand réalisateur qui a tout de Stanley Kubrick, qui nous a fait donc un film où on a fait une soirée mais d'anthologie. Je me souviens d'avoir bu un verre, mais j'en pouvais plus de boire des verres, un par année, c'était mon anniversaire, mes 32 ans. On a fini dans un état déplorable, mais on était sur la piste le lendemain et on s'en est pas si mal sorti le lendemain. Donc c'est le Bois-Card Ok. à la sauce pour la reine. Ok. Alors c'est quoi maintenant là encore? Bon, on continue un tout petit peu là. Hein. Tes ambitions en escrime? On te voit en vétéran, ou t'es un homme de défi, tu te dis toujours c'est les seniors et c'est rien que les seniors. Alors, une fois qu'on a fait c'est compliqué quand même, c'est une fois qu'on a pris l'habitude d'un certain niveau de performance, d'aller loin dans les compètes, faire les compètes seniors en individuel. L'équipe, c'est pas pareil. Faire les compètes individuelles où tu te rends compte du gap que tu as entre ce que tu arrivais à faire et ce que tu fais là. Il y a un moment quand tu as un trop gros gap, franchement, c'est difficile. C'est compliqué. Donc, la compète par équipe, oui, bien sûr, pourquoi pas, avec la bonne équipe pour bien rigoler. J'en avais fait une il y a quelques années et c'était toujours un plaisir de le faire avec les bonnes personnes. L'aspect Mm. vétéran, il faudrait qu'on y aille à une dizaine dans un endroit sympa. Là, à ce moment-là, pourquoi pas? Il faut qu'on arrive à convaincre Patrice Becker, Jocelyn Bélier, Régis Bob, Cyril Lacroix, enfin, toute cette joyeuse bande de jeunes vétérans, quoi. Mais Patrice, il est d'accord, hein, c'est Manu qui est pas d'accord. Ah, tu crois? Je sais pas, c'est une hypothèse. Ok, Titi, je te laisse le mot de la fin. Ça, Eh ben, la parole est libre. eh ben, merci. D'abord, merci beaucoup à tout bon la reine. Je pense Blanchet père, Blanchet fils. Voilà, c'est 30 ans de vie et c'est un truc. Voilà, et c'est un condensé de bons souvenirs, mais aussi de mauvais souvenirs, parfois d'élimination trop précoce. Mais ça fait partie de ce film qui est un film génial. Merci au maître d'armes. Merci à tous les copains. Alors, il n'y a pas beaucoup d'endroits où 35 ans après, tu te retrouves encore à voir les mêmes personnes et tu es content de les voir pour aller manger chez Follow ou ailleurs. Et ça n'a pas de prix. Bientôt Foulot. Allez, on y retourne bientôt avant la fin de saison, on va dire. Génial. Bon, bah merci Titi. Gros bisous. Bisous. On se retrouve donc ce jeudi avec Nadège qui va nous parler du monde de l'escrime loisir et du bénévolat. Hein, chose hyper importante pour un club comme le nôtre et pour tous les clubs de France d'ailleurs. Ciao, ciao, bye bye à tous.